Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon accouchement, c'est-à-dire les difficultés que j'ai pu rencontrer, les joies aussi bien sûr, le type d'accouchement que j'ai pu avoir, parce que cela m'a été demandé à plusieurs reprises sur Instagram et Facebook. Et j'ai envie également de partager avec vous en fin de vidéo les must-have qui m'ont été utiles pendant l'accouchement et en postpartum. Voilà, en termes de choix, ce qui pourrait aussi vous être utile plus tard si vous avez le souhait en fait de devenir maman ou si vous vous apprêtez à bientôt accoucher. Voilà, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle pourra nourrir votre expérience à venir. Mais avant ça, n'oubliez pas de soutenir la chaîne et mon travail en likant la vidéo. Cela me donne beaucoup de motivation pour pouvoir continuer à vous produire des vidéos et bien sûr à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu au courant des futures vidéos à apparaître sur la chaîne. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc j'ai accouché le 26 octobre d'une petite Chiara, donc je vous ai d'ailleurs partagé la photo sur Instagram et Facebook, en sachant que ça a été en fait un déclenchement, donc le travail a été extrêmement long puisqu'il a duré 40 heures. Donc j'ai été déclenchée tout simplement parce que j'ai eu du diabète pendant la grossesse, mais en fait mon taux de glycémie juste avant de tomber enceinte était un petit peu élevé. On ne sait pas trop si c'est un diabète qui va rester ou si c'est un diabète qui va disparaître. Pour le moment je suis encore en phase d'observation justement sur mes glycémies sur le mois qui s'écoule puisque j'ai accouché il y a 2 semaines et demie. D'ailleurs, dites-moi de votre côté si vous avez été déclenché ou si vous avez eu un accouchement naturel et combien de temps a duré votre accouchement. Je serais très curieuse de vous dire. Et puis je trouve ça intéressant d'échanger un petit peu sur ces sujets pour savoir voilà, combien de temps ça a duré pour vous, si c'était pour votre premier enfant ou pour votre second, troisième, etc. Voilà. N'hésitez pas à préciser ces éléments dans les commentaires de la vidéo. Du coup, en termes de sécurité pour le bébé et aussi en termes de poids, ils ont préféré me déclencher, sachant que Chiara est née à 3,525 kg, donc elle n'était pas extrêmement grosse. Mais avec les 2 semaines supplémentaires de grossesse, eh bien, ils avaient peur que le poids soit trop élevé et qu'elle soit un petit peu compliquée à sortir, sachant que je voulais absolument éviter la césarienne. Donc j'ai commencé mon déclenchement le 25 octobre à 7h30, nous sommes rendus avec Robin à la maternité. On m'a donné le choix de choisir en fait la façon d'être déclenchée, donc soit par propesse, par tampon, soit par Angusta, j'espère que je le prononce bien. Ce sont des cachets qui permettent en fait de travailler sur le raccourcissement du col et sur la maturation du col en vue justement d'avoir par la suite des contractions qui ont une plus grande efficacité sur la dilatation du col. Donc j'en ai pris 8 au total sur la journée du 25, toutes les 4 heures en fait j'avais 2 nouveaux cachets et malheureusement ça n'a absolument pas fonctionné sur moi puisque à la fin de la journée, enfin à la fin du 25 octobre, vers les alentours de 23 heures, rien ne s'était passé, aucune ouverture, aucun raccourcissement, absolument rien. Mais j'avais comme des petites contractions quand même qui commençaient à arriver petit à petit, donc ça laissait présager quand même que le travail se mettait un petit peu en route, mais malheureusement c'était trop insuffisant pour pouvoir atteindre l'étape suivante, à savoir donc l'ouverture du col. Donc aux alentours de minuit, justement, on a parlé avec une sage-femme qui est venue contrôler mon col. S'est posé la question de savoir si on attendait le lendemain pour faire les injections d'ocytocine qui ont là en fait une action beaucoup plus efficace sur la dilatation du col, ou bien d'enchaîner tout de suite avec l'ocytocine pour ne pas perdre le travail qui avait été amorcé par les cachets. Et du coup le médecin référent qui travaillait à la maternité ce soir-là a plutôt tranché pour tout de suite en fait continuer le travail avec l'ocytocine. Alors ce qui s'est passé, c'est que la journée du 25, moi je me suis pas du tout reposée parce que j'avais très peur. Finalement j'étais un peu en veille, vous savez, comme si le travail allait arriver et je voulais surtout pas rater ça. Donc je me suis un peu mis en veille et j'ai pas réussi à lâcher prise. Je crois que j'ai dû dormir 2 heures, il me semble, dans la journée, 2-3 heures en fait au total. Vraiment découpée, saccadée par des petites siestes de 30 minutes. Et du coup, on nous annonce qu'à 4h du matin, il va falloir aller en salle d'accouchement et faire donc cette injection d'ocytocine. Donc du coup, aucun repos. On a eu 4 heures donc, pour manger. Voilà, on a mangé hyper tard. Et ensuite, je crois que j'ai dormi 2 ou 3 heures dans cette chambre de transition qu'on a eue avant d'aller en salle d'accouchement. Donc à 4h du matin, on arrive. Pas frais du tout parce que hyper fatigué vu qu'on n'avait pas beaucoup dormi. 2 heures de repos pour... pratiquement, enfin toute la journée de travail ça a été très compliqué, sachant que la veille on n'avait pas très bien dormi non plus, vous savez, avec l'excitation de partir à la maternité. C'est pas un sommeil qui est ultra réparateur, même si on a dormi quelques heures.
Et là, en fait, j'arrive en salle de maternité, une très belle salle, très chaleureuse. Je me souviens d'une peinture, je vous mettrai là, ici en photo, d'une peinture en fait d'une maman avec son bébé qui m'a énormément soutenue tout au long du travail. Ça a été comme voilà, une visualisation que j'avais de mon bébé. Je trouvais ça magnifique d'avoir mis ça là. Donc juste en face du lit, du lit d'accouchement, parfait. Et là, donc on me fait la perfusion d'ocytocine et on me demande si je veux la péridurale à ce moment-là, puisque j'avais le droit de l'avoir tout de suite dans le cadre du déclenchement. Chose que je refuse, puisque je voulais absolument commencer à amorcer le travail de manière naturelle, sans la péridurale, donc sentir les contractions. Et puis je savais aussi que ça permettait un travail beaucoup plus rapide plutôt que d'être mobilisée avec la péridurale et de ne pas pouvoir me mouvoir comme je le souhaitais. Donc j'ai juste demandé finalement un ballon et pouvoir en fait faire donc tout de suite on m'a broché, vous savez, le monitoring avec les contractions et la surveillance du cœur du bébé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le ballon tout au long de, enfin pas tout au long de l'ocytocine, mais une grande partie, puisqu'en fait je suis restée 6 heures sans péridurale à en fait encaisser la douleur. Et finalement, cette douleur, elle m'a fait un peu penser aux douleurs de règles. Donc vous le savez peut-être, hein, mais je souffre d'endométriose, donc je suis assez résistante à la douleur en quelque sorte, enfin, dans cette partie-là du corps en tout cas. Et j'ai l'habitude de souffrir, c'est horrible de dire ça, mais j'ai l'habitude de souffrir hein, quand j'ai mes règles, en tout cas le premier jour. Donc en fait, je suis assez entraînée grâce à mes règles et j'ai encaissé la douleur sans grande difficulté au final, même si vers la fin des 6 heures, ça commençait vraiment à piquer. Mais ça me faisait comme mes règles en fait, comme mes règles qui sont très douloureuses. Donc voilà, j'ai pu encaisser les 6 heures. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 heures, j'ai eu déjà les encouragements de la sage-femme qui m'a dit « Waouh, c'est impressionnant parce que les contractions sous ocytocine sont très douloureuses. Et vous tenez 6 heures, c'est vraiment très courageux de votre part. » Alors, on va contrôler le col et en fait, à ce moment-là, donc elle regarde, elle me dit « Bon, le col est bien raccourci, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ça n'est ouvert qu'à 1 cm. » Et là, je me suis décomposée parce que 1 cm pour 6 heures de souffrance, je trouvais ça très peu cher payé finalement. Voilà, j'ai perdu un peu ma motivation. Si ça avait été ouvert beaucoup plus, je pense que j'aurais tenu peut-être 8 heures, même peut-être plus, sans péridurale. Mais là, quand elle m'annonce qu'il y a qu'1 cm qui est ouvert, je me suis dit, mais je vais jamais tenir longtemps comme ça, c'est impossible. En sachant aussi que le protocole de maternité, c'est que toutes les 6 heures, si le travail n'a pas avancé, eh bien, vous pouvez passer sous le code en fait de la césarienne. Voilà, c'est un peu le prérequis en maternité, c'est ce que m'a expliqué la sage-femme. Donc il fallait absolument que le travail avance, même si les premières heures, hein, on en tient un peu moins compte parce qu'il faut que le travail puisse se mettre en route. Donc là, la sage-femme me propose de me percer la poche des os pour en fait déclencher le travail de manière beaucoup plus rapide. Chose que j'accepte évidemment, puisque 6 heures, c'était plus possible. Et à ce moment-là, elle me dit, voilà, ça va être extrêmement douloureux au niveau des contractions, donc ce qu'on vous propose, c'est de faire la péridurale si vous le souhaitez. Là, évidemment, j'accepte, puisque je savais un peu à quoi m'en tenir, au vu de tous les témoignages qu'on m'avait racontés dans ma famille, mes amis, ce que j'ai pu lire aussi. Donc je me suis dit, bon, vu comment j'ai souffert là pendant 6 heures pour 1 cm, effectivement la poche des os, on va peut-être éviter de s'ajouter trop de souffrance. Donc c'est bon, je me suis prouvé que j'étais capable, maintenant on va passer à la péridurale. Donc j'ai eu en fait l'anesthésiste qui est passé tout de suite et qui m'a posé la péridurale d'une manière extrêmement efficace. Ça a été super bien dosé, en plein milieu du dos, donc équilibre gauche-droite, j'ai pas eu de différence. Juste à un certain moment, au bout de 5 heures de travail, avec la péridurale, à un moment j'ai senti qu'à gauche par exemple, je sentais un petit peu plus les contractions, mais ça a été corrigé tout de suite et d'une main de maître par l'anesthésiste. Donc très bien dosé. J'ai eu très peur au moment où l'anesthésiste m'a mis la péridurale. Et en fait, j'ai découvert que j'étais très courageuse puisque je n'ai pas bronché, voilà, je n'ai pas bougé, je me suis vraiment contenue. Avec la méditation et la respiration, je vous jure, ça donne un contrôle sur le mental mais absolument puissant. Et puis je pense aussi que c'est lié à mon caractère, donc j'ai pas bougé, à tel point qu'à la fin, l'anesthésiste m'a dit, mais vous faites quel métier en fait? Je pense que c'était pour savoir un petit peu voilà, psychologiquement à quoi j'étais habituée. Et je lui ai répondu chef d'entreprise et il m'a dit, ah ça m'étonne pas. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Donc l'anesthésiste me pose la péridurale, je ne ressens plus rien, je peux enfin me détendre et me reposer après ces 6 heures de travail. Donc je m'endors, je fais des petites siestes, etc. Et puis toutes les 2-3 heures, on vient contrôler mon col. Le souci qui s'est posé en fait à nous, c'est que le col vraiment s'ouvrait extrêmement lentement. Toutes les 3 heures, toutes les 3 à 4 heures, j'avais 1 cm de dilatation. Donc ça a été vraiment très long.
jusqu'au moment... Alors j'ai oublié de dire que en fait, je ne m'injectais aucun bolus supplémentaire. Vous savez, on a une petite télécommande une fois que la péridurale est posée pour pouvoir s'injecter des bolus supplémentaires, donc des injections supplémentaires de péridurale dans le cadre où eh bien, on sent que c'est pas suffisant. Donc moi je ne m'en suis injecté aucun autre supplémentaire, j'ai juste laissé, vous savez, toutes les heures, en fait il y a une injection automatique qui se fait par voie intraveineuse pour la péridurale. Donc j'ai juste laissé celle-ci et je ne me suis pas injecté de dose supplémentaire, ce qui me permettait en fait de sentir mon bassin et mes jambes sans avoir la douleur. C'était absolument formidable. Et donc j'ai décidé en fait de me mouvoir, donc de bouger mon bassin, mes jambes, ce qui a été soutenu par l'équipe médicale, donc j'étais très heureuse de ça. Donc je me suis mise sur le côté, j'ai étendu, vous savez, la jambe qui est face en fait au lit, qui est en contact avec le lit, et j'ai remonté la jambe qui est au-dessus, en fait avec le genou qui appuie vers le système digestif, vers l'estomac. Donc il faut la remonter le plus possible. Ce qui fait que vous avez le bassin qui s'ouvre de manière beaucoup plus efficace. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois, à gauche, à droite. Et puis, je me suis mis aussi en papillon, donc assise, enfin semi-allongée, en papillon. Donc, vous connaissez certainement cette posture, je vous mettrai une photo ici. Et ça m'a permis aussi d'ouvrir le col. Voilà, donc d'ouvrir le col à plusieurs stades. Et j'arrêtais pas d'alterner entre position allongée, cette position dont je vous ai parlé sur le côté, et la position en papillon. Et puis aussi avec ce qu'on appelle des galettes. Alors je vais vous montrer puisque j'en ai une ici. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des galettes en fait qu'on utilise pour l'assise, pour justement réduire les douleurs du bassin, du dos. Et en fait c'est quelque chose qui est conseillé pour travailler le bassin si on a eu une péridurale justement. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez acheter, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'infos, vous le trouvez sur Amazon, c'est là où je l'ai acheté. Donc ce sont des galettes en fait comme ceci que vous allez pouvoir gonfler, il y a une pompe en fait qui est vendue avec. Et soit vous le mettez sous le bassin, vous asseyez dessus pour pouvoir faire des mouvements de droite à gauche et de haut en bas. Ou alors une autre utilité, puisqu'avec la péridurale ça engourdit énormément les jambes, vous mettez en fait au pied du lit, vous demandez à votre conjoint par exemple de le tenir, et puis vous allez faire des mouvements. Donc moi je faisais ces mouvements là avec mes pieds, voilà. Donc j'alternais comme un peu du pédalo, et ça me permettait de relancer la circulation du sang et la lymphe parce que je sentais que ça s'engourdissait. Et en fait j'appuyais dessus aussi, donc je faisais ces mouvements là et puis j'appuyais dessus, vous savez comme, comme si vous vouliez marcher dessus en fait avec vos pieds, voilà, donc droite, gauche, etc. Et ça, je vous jure, ça m'a sauvé la vie parce que au bout de toute la journée, hein, vous allez rester toute la journée, enfin si comme moi vous avez un travail très long, vous pouvez être susceptible de rester toute la journée sur le lit et donc ça permet vraiment de sauver votre circulation lymphatique et sanguine. Donc ça c'est vraiment un must-have à avoir avec vous. Soit la maternité vous en fournit un, soit vous en achetez un. Ça coûte vraiment très peu cher, je crois que je l'ai payé 15 € ou 20 € il me semble. Donc voilà, et en fait l'exercice qui m'a le plus je pense aidé c'est la position où j'étais sur le côté parce qu'à un moment justement le travail s'est accéléré quand j'ai commencé à me mouvoir. Donc on est passé de 3 cm à 9 cm en quelques heures. Ça a été redoutablement efficace à tel point qu'à un moment, j'ai senti en fait que ça poussait, vous savez, dans le bassin et dans les fesses et j'ai hurlé « Ah, elle va sortir, je sens qu'elle est en train de pousser !» Donc là, j'ai demandé à Robin d'aller chercher la sage-femme parce que je sentais que il y avait quelque chose qui se passait et que ça poussait mais que c'était pas comme d'habitude et voilà, il y avait une sensation vraiment extrêmement étrange et je voulais absolument qu'elle contrôle. Et là, elle me regarde et elle me dit « Effectivement, vous êtes à 9 cm, donc le travail s'est accéléré, vous allez être sur le point d'accoucher là dans l'heure à venir. » Donc on va se mettre en place pour pouvoir en fait s'entraîner à la pousser. Et le souci c'est que j'étais absolument épuisée à ce moment-là alors que je pensais accoucher beaucoup plus tard. Donc en fait je m'étais pas, si vous voulez, inquiétée plus que ça sur le sommeil puisque je m'étais dit ouais, j'ai le temps, je vais pouvoir me reposer. J'avais dormi un petit peu en dilettante dans la journée mais pas plus que ça. Et là une crise de panique s'empare de moi parce que j'avais pas beaucoup dormi, j'étais épuisée et je sentais en fait que la poussée allait être extrêmement difficile. J'avais cette intuition là que ça allait être vraiment compliqué. Et ça n'a pas loupé. Donc on s'installe avec la sage-femme, avec l'équipe. Et chose incroyable, c'est qu'il y a une personne en fait de la communauté. Donc Elodie, si jamais tu te reconnais, un grand merci. Un grand merci pour tout l'accompagnement que tu as eu à mon égard et toute ta gentillesse. Et en fait, cette personne fait partie de la communauté des Aventures Vertes de Sophie. Et elle a été là le jour de mon accouchement. Donc elle m'a reconnue. Je trouve ça incroyable. C'est une auxiliaire de périculture. Et elle m'a enveloppée d'une grande douceur et elle a été là, voilà, donc le jour de mon accouchement pour m'aider à pousser, donc à ce moment-là justement de mon enfantement, de l'enfantement de ma fille.
Donc l'équipe s'installe et on fait des entraînements de poussée. Donc vous savez, des entraînements de poussée par le bas ou des entraînements de poussée plus en version un peu hypotonique, puisqu'il y a plusieurs façons de pousser. Il y en a une qui permet un petit peu de mieux prendre soin du périnée. Donc c'est celle en hypotonique où on pousse en fait sur l'expiration, en se concentrant sur la poussée vers le bas. Donc ça c'est, on va dire, la poussée la plus douce, mais elle peut être très efficace si l'inspiration et l'expiration se font de la bonne manière. Et puis il y en a une autre, vous savez, où on vous demande de pousser comme si vous alliez aux toilettes. Donc elle est beaucoup plus puissante. Par contre, elle peut un peu plus détériorer le périnée si elle est mal faite et mal positionnée. Donc on s'entraîne sur les 2 poussées. Je ne suis pas ultra à l'aise parce que je ne m'étais pas énormément entraînée non plus sur la poussée. Et puis vous savez, entre ce qu'on apprend, puis le jour J, quand on est en situation avec le stress, l'adrénaline et tout ça, c'est pas évident, sincèrement. On a beau avoir répété, ça ne remplace pas la pratique le jour J, jamais. Jamais, jamais. Donc je me focus et tout ça, on essaye, voilà, on voit un petit peu que ça fonctionne plus ou moins bien. Alors c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Donc là, la sage-femme me dit, écoutez, on va attendre un petit peu que votre petite s'engage un peu plus dans le bassin pour qu'il y ait moins de travail pour vous et pour elle à fournir. Donc d'ici 1 heure ou 2, on va pouvoir s'installer pour la poussée et l'accouchement. Entre-temps, elle vérifie en fait le positionnement de ma petite, donc avec une échographie, et là on voit que Chiara est parfaitement alignée, donc elle est vraiment toute droite, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas le corps qui vrille à gauche ou à droite, elle s'est mise toute droite, la tête ultra bien engagée, donc vraiment comme si elle était prête, voilà, et on n'attendait plus qu'elle, donc elle s'est vraiment alignée, enfin ça a été super magique, et du coup elle était prête à descendre, donc elle descendait petit à petit de manière très efficace. À un moment, donc après ces 2 heures d'attente pour que la petite puisse bien s'engager dans le bassin, on me dit qu'on voit sa tête. Et là, on me montre un miroir justement pour voir en fait ce qu'il en était. Et là, je vois qu'effectivement, il y a la tête de ma fille à la sortie. Donc voilà, il fallait plus que pousser un peu pour qu'elle puisse sortir. Donc là, pendant 30 minutes, je pousse, mais je vous jure, quand je vous dis que j'avais aucune once d'énergie, je ne vous mens pas, j'étais épuisée, à tel point que j'en pleurais pendant la poussée parce que je me disais mais comment je vais faire pour sortir ma fille? J'ai aucune énergie, je tremblais tellement j'étais épuisée. Robin était à côté, il osait même pas, il osait rien dire le pauvre parce que la sage-femme arrêtait pas de dire allez-y, énervez-vous, poussez fort, poussez plus fort. Et j'étais là mais je pousse déjà super fort. Ça m'énervait en fait qu'on me dise ça parce que j'étais déjà puissance max en fait de toute ma poussée, je pouvais pas pousser plus fort et c'était vraiment très difficile et à chaque fois je disais mais est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça avance? Et en fait c'était millimètre par millimètre, donc Chiara descendait vraiment millimètre par millimètre, c'était pas efficace du tout et je pense que c'était vraiment lié à mon épuisement hein, depuis la veille où j'avais très peu dormi mais 40 heures de travail faut les faire quoi. Donc on voit que c'est pas très efficace. Au bout de 30 minutes, le protocole veut qu'on appelle un médecin pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc à ce moment-là, le médecin débarque avec, je ne sais pas si c'était une assistante ou un gynécologue, enfin je n'ai pas très bien compris qui était qui. Je sais juste qu'il y avait un médecin. Et là, on me propose en fait la ventouse. Donc ça a été très, très bizarre parce que c'est une grosse ventouse. Je vais vous mettre la photo ici pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est une ventouse en fait en métal avec une longue chaîne. Robin a tout vu. Donc il m'a expliqué que c'était assez impressionnant à voir. Et en fait, voilà, ils la mettent sur la tête du bébé et puis ils actionnent en fait cette espèce de corde en métal là. Et puis ils actionnent comme ça, ils tirent sur la tête du bébé pour faire sortir le bébé. Et donc moi je faisais mes poussées à chaque contraction. Voilà, je poussais et au moment où je poussais, en fait, il tirait le bébé avec beaucoup de force. Donc je n'ai absolument rien senti puisque la péridurale a très bien fonctionné. Donc je sentais pas du tout les douleurs, je sentais juste que ça tirait. Ça a été très efficace hein, puisqu'elle est sortie en quelques poussées. Par contre, elle avait le cordon autour du cou, ce qui pouvait expliquer aussi pourquoi les poussées n'étaient pas efficaces au début et pourquoi en fait la descente était très longue, très lente, très longue, très pénible pendant la poussée. Donc ils ont coupé tout de suite le cordon, bien sûr. Robin n'a pas pu le faire parce que là, c'était trop important pour la santé et la vitalité du bébé. Ils me l'ont posé dessus et là, en fait, je voyais qu'elle était bleue. Et eux aussi s'en sont rendus compte en quelques secondes. Du coup, on me l'a reprise tout de suite. Et puis, ils sont partis dans une salle à côté, vous savez, pour faire l'aspiration dans les poumons. Parce qu'en fait, elle avait du liquide amniotique qui était coincé dans ses poumons. Et puis, à ce moment-là, elle a pu pleurer.
et respirer normalement. Ça a duré peut-être 1 minute, mais la minute la plus longue de toute ma vie. J'avais très peur en fait de perdre ma fille, de perdre mon bébé, et je comprenais pas ce qui se passait, même si j'avais cette intuition que tout allait bien se passer. J'ai pas paniqué, j'étais juste angoissée à l'intérieur. Et voilà, après ils m'ont rapporté, tout allait bien, on a fait du pot à pot, j'ai commencé en fait à essayer à l'allaiter. Ça a été extrêmement douloureux. Je crois que la chose la plus difficile dans mon accouchement, c'est ça. Ça a été l'allaitement et puis le postpartum qui est beaucoup plus compliqué que la grossesse et l'accouchement au final. Là, des douleurs absolument monstrueuses au moment de l'allaitement, au moment où ils me l'ont mis sur le sein. Elle tétait très fort, très puissamment et elle me faisait super mal. J'avais les seins sensibles. Voilà, ça me faisait mal, mais vraiment à la mort quoi. Je me suis dit, si c'est ça l'allaitement, je vais jamais pouvoir en fait. C'est pas possible de souffrir comme ça. Et du coup, ça a duré bien quelques jours, hein, les 3 premiers jours de l'allaitement. J'ai beaucoup souffert à en pleurer. J'avais des crevasses, j'avais mal, ça me brûlait dans les seins. Et puis ma petite qui tétait super fort, enfin le positionnement était anarchique, tout était anarchique. Et j'avais des sons de cloche complètement différents d'une sage-femme à l'autre, d'une auxiliaire à l'autre. Enfin c'était le bazar, un brouhaha mental mais incommensurable dans mon esprit. Je ne savais plus qui croire, je ne savais plus quoi faire, enfin c'était horrible. Et un soir justement, j'arrivais pas à dormir, je pleurais toutes les larmes de mon corps à la maternité et je me suis décidée à prendre une conseillère en lactation pour m'aider à y voir plus clair et tout reprendre et vraiment avoir voilà, les bases comme il fallait. Et donc on a tout repris, elle m'a suivie justement à distance à la maternité pour sauver mon allaitement parce que ma montée de lait ne se faisait pas et je sentais qu'il fallait agir tout de suite, c'était viscéral pour moi. Et donc on a tout repris, je me suis accrochée, mais je vous jure comme une lionne, je me suis battue pour ne rien lâcher parce que j'avais la pression à la maternité, mais donnez-lui du biberon, de lait, ça sera plus simple, ne souffrez pas, un allaitement ça ne doit pas se faire dans la douleur. Mais je savais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je pourrais en fait après allaiter ma fille, qu'il fallait juste que je m'accroche les premières heures et que j'avais pas les bons outils en fait. J'ai bien fait, vraiment j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui j'ai les bons outils. C'était une question de positionnement que je faisais mal avec ma petite. On a tout repris et j'ai pu avoir les bons conseils pour bien allaiter ma fille. J'ai même enlevé les bouts de sein parce que je pouvais pas allaiter sans bouts de sein tellement j'avais mal. Je les ai enlevés. Tout va bien, j'allaite ma fille, j'ai eu ma montée de lait, enfin tout est absolument ok de ce point de vue là. Donc accrochez-vous. Faites appel à une conseillère en lactation si jamais vous avez des difficultés d'allaitement et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, il y a forcément des solutions. Aussi, ce que j'ai fait, c'est qu'on allait voir l'ostéopathe dans la semaine de naissance de ma fille pour remettre un petit peu voilà, les tensions vu qu'elle est née par ventouse. Je savais intuitivement qu'il y avait des tensions forcément qui pouvaient aussi un petit peu abîmer cet allaitement. Donc l'ostéopathe a tout remis bien comme il fallait. Plus la conseillère en lactation, écoutez... C'était parfait, c'était tout ce qu'il fallait. Et maintenant, ça roule super bien. Ensuite, je voulais absolument partager avec vous les must-have dont je vous ai parlé en début de vidéo pour l'accouchement et le postpartum. Alors, chose très importante selon moi, si vous êtes couché par voie basse, c'est le spray apaisant de chez Lancino ou d'une autre marque, peu importe. Ce spray-là, je vous jure, il m'a sauvé la vie. J'en suis déjà au 2e flacon parce que j'en mets à chaque fois. J'en mets à chaque fois que je vais aux toilettes pour uriner. Par exemple, je tamponne en fait cette zone avec du papier toilette et ce spray et ça m'apaise mais instantanément. Sachant que j'ai pas eu d'épisio, mais j'ai eu 2 petites déchirures naturelles. Et ce qui m'a aidé, je pense, à préserver mon périnée, c'est le massage du périnée justement. Je vais vous conseiller l'huile que moi j'ai utilisée. Et ça, moi je le faisais tous les jours. Voilà, pendant 5 minutes, je venais masser mon périnée. Tous les jours. Pendant 3 semaines, je l'ai fait. Et je pense que ça a permis d'éviter beaucoup plus de déchirures parce que la tête de ma fille faisait 35 cm. Et la sage-femme m'a dit que c'était assez important quand même et que ça aurait pu provoquer beaucoup plus de dégâts. Donc ça, si vous avez une épisio, que vous avez cette zone qui est tiraillée, vous savez, qui a travaillé avec l'accouchement, et bien franchement, prenez-le dans votre trousse de maternité. Vous allez en avoir besoin pendant juste après en fait votre accouchement, tout de suite après, et pendant la durée de votre postpartum, notamment le 1er mois, il va vous sauver la vie. Donc voilà, je vous ai mis le lien justement en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver. Je vous ai parlé juste avant du massage du périnée. Vous avez justement la marque Lancino qui propose une huile de massage pour le périnée et vous avez la marque Velleda également qui est top, qui propose aussi une huile pour le massage du périnée.
Donc ça, voilà, vous pouvez alterner. Vous pouvez aussi prendre juste de l'huile végétale, par exemple de l'huile de coco, qui peut aussi faire l'affaire. Après, ça dépend des mélanges auxquels vous êtes le plus sensible. Donc dans ce combo, vous avez de l'huile d'amande douce, de l'huile de germe de blé, vous avez de l'huile de sésame et de l'huile de jojoba. Donc voilà, ça fait un mélange d'huile très intéressant justement pour assouplir la peau du périnée, les muscles du périnée et permettre de protéger cette zone. Et vous avez vu sûrement, hein, ça a fonctionné puisque j'ai eu très peu de déchirures et que c'était une déchirure naturelle, mais vraiment des tout petits points qui aujourd'hui ont totalement cicatrisé. Donc ça a duré 2 semaines au niveau des points. D'ailleurs la première semaine, mon premier point a sauté et avait déjà cicatrisé. Donc ça a été très rapide au final. Ensuite, un autre must-have que je vous recommande, qui est aussi recommandé en Ayurveda d'ailleurs, ce sont les soupes. Donc vous pouvez en prendre avec vous justement pour le jour J, soupe miso, soupe des bouillons d'os, des bouillons de poulet, des soupes de légumes, des soupes pour vous réchauffer, pour aussi pallier au fait qu'à la maternité les plats sont vraiment pas bons. Et sinon, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est des bouillons d'os déjà faits, parce que les bouillons d'os c'est très facile à faire mais c'est très long à préparer. Voilà, donc c'est des types de bouillons d'os comme ça. Donc là, c'est pas pour faire de la pub, hein, c'est juste que je les ai trouvés, j'ai tout acheté moi-même. C'est la marque Jolie Mama et je les avais achetés sur Casidomi parce que il me semble que je l'ai payé 5 €, je crois, le bouillon d'os, ou 3,50, entre 3,50 et 5 €, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est 5 €. Mais voilà, ça vaut le coup. J'en ai pris 3 et ça m'a permis justement pendant les 3 premiers jours du postpartum d'avoir ce bouillon d'os. Et j'en avais pris un à la maternité aussi. 2 jours après avoir accouché parce que j'en pouvais plus de la nourriture, enfin de la mauvaise nourriture. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça requinque, ça donne du collagène, ça redonne de la force parce que dedans vous avez tout un tas d'acides gras, de vitamines aussi, issus des légumes qui ont été utilisés pour le bouillon d'os et puis bien sûr des os de poulet pour le collagène. Et donc c'est censé aider à cicatriser au niveau des plaies, voilà, redonner l'énergie nécessaire à la maman. Et puis, autre chose, c'est la complémentation si jamais vous allaitez, puisque, alors déjà, avec les lochis et l'accouchement, vous allez perdre énormément de fer et de minéraux. Et puis, si vous allaitez, si jamais vous n'avez pas suffisamment d'apport en micronutrition, vous allez avoir beaucoup de fuite de vos propres minéraux et du coup, vous retrouvez carencé dans une multitude de vitamines et minéraux. Donc, c'est très important de faire attention à ça et de bien se minéraliser tout au long de l'allaitement. Donc, j'ai trouvé justement un combo qui est assez intéressant de chez Ginefam qui est spécifique justement à l'allaitement. Et puis dedans, on a des formes qui sont très bien absorbées puisque j'ai bien regardé la liste. Et on a aussi dedans du fer bisglycinate. Vous savez, le fer bisglycinate, c'est une des formes les mieux absorbées par le corps. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet du fer. Vous pourrez aller la regarder à la suite de celle-ci. Et ce que je fais, c'est que donc, je prends ce complément pour avoir la multitude des minéraux. Donc dedans, on a de la B1, de la B2, de la B3, de la B5, de la B6, de la B8, de la B9. On a des acides gras, enfin de l'huile de poisson pour les oméga 3. On a de la vitamine B12, de la vitamine A, C, D, E, de l'iode, du sélénium, du fer, du calcium, du zinc, du cuivre, de la taurine. Et comme je disais, de l'huile de poisson pour l'EPA et le DHA. Et donc avoir les bons acides gras. Et le fer, alors il est dosé à 14 mg, donc ce qui est assez peu quand on allaite. Donc c'est pour ça que j'enrichis ça avec en fait le fer de chez Copmed que je vous avais présenté justement sur cette fameuse vidéo du fer. Et je prends 2 gélules de plus, sachant que ça c'est 2 gélules par jour qui sont indiquées par les laboratoires. Donc vous êtes à 30, 40, à peu près un peu plus de 50 mg par jour si vous faites comme moi, ce qui permet d'éviter justement une carence en fer, puisqu'avec les lochis vous perdez encore du sang durant, ça dépend des femmes, parfois c'est 2 mois, des fois c'est 1 mois après l'accouchement. Voilà, donc c'est pour vraiment soutenir et éviter cette fameuse carence, et pour éviter de trop perdre ses cheveux par la suite avec le postpartum. Donc ça, ce sont mes petits must-have. Alors il y en a plein d'autres. Vous avez l'ostéopathe évidemment, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir pour éviter d'avoir des problématiques comme moi de pression sur le coccyx. Vous avez les coquillages d'allaitement qui m'ont énormément aidé, qui m'aident encore toujours, que je mets après chaque tétée, que je mettais avant vraiment toute la journée pour éviter la surchauffe des tétons et puis que la nacre puisse permettre à mes tétons de bien cicatriser. Et pour le coup, ça a été très efficace. Donc vraiment, c'est pas du tout un gadget, c'est quelque chose qui est très important à avoir dans sa trousse à pharmacie d'allaitement. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter une conseillère en lactation comme moi puisque c'est très aidant.
à avoir un ostéopathe de confiance dans vos contacts et puis aussi les bas de contention bien sûr à prévoir hein, puisque si jamais vous avez une péridurale comme moi, vous allez avoir beaucoup de liquide qui va stagner en fait au niveau de l'organisme, au niveau des jambes. Moi ça a été catastrophique, j'avais des jambes d'éléphant et les bas de contention c'est vraiment fondamental à avoir dans sa valise de maternité. Si jamais vous pouvez y penser, ça vous sauvera la vie parce que vous allez gonfler et avec la position assise et allongée, ça va pas améliorer les choses. Voilà les aventuriers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous les petits produits voilà, que j'ai partagés dans la barre d'infos si jamais ça vous est utile. Je vous remercie de tout cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si je reviens la semaine prochaine ou la semaine d'après, puisqu'avec ma petite, c'est pas toujours évident encore là de s'organiser voilà, au niveau du fait de garder la petite. Le papa me permet de la garder pendant que je filme, mais je ne sais pas toujours quand c'est possible. Donc pour l'instant, le rythme n'est pas encore totalement repris. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je pense fort à vous et je vous embrasse de tout mon cœur. À très vite!